Bienvenue à cette formation sur la motivation. Aujourd'hui, l'objectif pédagogique de cette formation, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. En sortant de cette formation, vous allez pouvoir comprendre quel est votre profil motivationnel et ainsi voir vos forces et voir aussi vos faiblesses par rapport à la motivation. L'objectif, c'est de comprendre, que vous puissiez comprendre quelle dynamique vous anime en fonction des activités. Donc que ce soit pour réussir vos projets ou que ce soit pour motiver vos équipes, cette formation va vous aider à mieux comprendre comment motiver les gens, comment vous trouver les ressources de motivation en fonction des activités. Donc l'objectif, c'est réussir vos projets, motiver vos équipes. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne la motivation, qu'est-ce que c'est, de manière à pouvoir vous adapter au fonctionnement de la motivation, de manière à pouvoir donner un maximum d'envie à vos équipes et que vous puissiez aussi trouver les bonnes activités en fonction des profils. Donc il y a une différence essentielle entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Un des pièges dans lesquels on tombe souvent, c'est de confondre un petit peu tout ça. La motivation intrinsèque, c'est une motivation qu'on a en nous pour faire une activité, pour réaliser une tâche. Et peu importe qu'il y ait des échecs, peu importe que ce soit difficile, c'est une source d'énergie qui fait que nous allons continuer à travailler, continuer à réaliser cette tâche. Une motivation extrinsèque, elle nous vient de l'extérieur, donc c'est une motivation qui est drivée par des résultats. C'est-à-dire qu'on va réaliser une tâche, on va réaliser une activité uniquement si on obtient un résultat. Et donc ces motivations-là ne fonctionnent pas de la même manière. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne la motivation intrinsèque. En fait, quel est votre profil motivationnel, quelles sont vos motivations intrinsèques, de manière à pouvoir finalement comprendre pourquoi vous avez une baisse d'énergie dans certains cas, pourquoi vous avez une hausse d'énergie dans d'autres cas. Et ça va vous aider finalement à mieux gérer l'organisation de votre travail, de manière à pouvoir mettre à contribution au maximum vos motivations intrinsèques sur des tâches qui vous plaisent et savoir peut-être vous entourer d'autres personnes pour les tâches qui vous plaisent moins. Donc, je m'appuie sur les recherches de Jacques Fradin, de Stanislas Dehaene, d'Olivier Houdet, de pas mal finalement de chercheurs en sciences cognitives. Je tiens à préciser que je suis praticien en approche neurocognitive et comportementale, donc certifié par l'Institut de neurocognitivisme. Donc l'Institut de neurocognitivisme, ou INC, c'est 30 ans de recherche sur le cerveau, sur le fonctionnement humain et sur ses dynamiques motivationnelles en particulier. Et c'est en grande partie là-dessus que je m'appuie pour faire cette formation, mais pas simplement, pas seulement. Il y a aussi d'autres recherches, d'autres ouvrages ou d'autres expériences personnelles que j'ai pu vivre qui m'ont aidé à faire cette formation. Donc, quelque chose qui est important de comprendre, l'ontogenèse résume la phylogenèse. Donc, l'ontogenèse, c'est l'évolution du cerveau depuis le fœtus jusqu'à l'âge adulte, on va dire jusqu'à 25 ans, c'est l'âge de maturité du cerveau. Le cerveau va finalement passer par différents stades de développement. Et ces stades de développement, finalement, on les retrouve plus ou moins dans l'évolution, l'histoire de l'évolution du cerveau humain sur des millions d'années. Et donc, ce qu'on va retrouver, c'est ces différents stades, et la compréhension en fait de ces différents stades va nous aider à comprendre en particulier la motivation primaire. Donc, il y a 8 motivations primaires. Donc, les motivations primaires, c'est des motivations intrinsèques. C'est une motivation qu'on a en nous depuis le plus jeune âge. Et donc, c'est quelque chose qui se fixe chez l'être humain avant 1 an, avant l'âge d'1 an. Et donc, en fait, dans le cerveau, il y a certaines expériences qui se réalisent de stress de fuite, ou bien de stress de lutte, ou bien de stress d'inhibition, ou bien de calme. Donc ces quatre états correspondent aux 4 états, on va dire, primordiaux d'un être vivant qui, la plupart du temps, est calme, mais qui va avoir 3 stratégies de défense en cas de danger. Donc, la première des réactions face au danger, c'est la fuite. Le premier réflexe, c'est de fuir. Donc, quand on a peur, le premier réflexe, c'est la fuite. Mais après, on peut
on peut, si on est acculé par exemple, face à l'ennemi, on peut passer en stress de lutte, donc on est parfois obligé de lutter, ou bien si on se sent supérieur à l'adversaire, on peut passer en stress de lutte. Et puis le stress d'inhibition, c'est quand on est complètement... on a perdu le combat, là, ou bien ça peut être une stratégie que mettent en place certains êtres vivants dès le départ, de rester immobile, de ne pas bouger, pour éviter certains prédateurs. Donc ce qu'il faut savoir, il y a certains prédateurs, par exemple, qui sont sensibles uniquement au mouvement, et donc le fait de ne pas bouger, ça peut sauver la vie de l'individu. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces 4 états en fait primordiaux de réflexe de survie qu'on a en commun avec tous les animaux sur la planète, finalement se réalisent dans le cerveau dès le plus jeune âge, et il va y avoir un feedback, il va y avoir finalement un résultat à cette expérimentation dans le cerveau, de réussite ou d'échec. Donc tout ça c'est très complexe, on n'en maîtrise pas encore tout à fait la compréhension, il peut y avoir encore des débats par rapport à ça, mais bon, on a 30 ans de recherche sur le cerveau, de l'Institut de neurocognitivisme, il y a des publications sur le sujet, c'est quelque chose qui tient la route quand même scientifiquement, même si on peut encore en débattre, on est toujours ouvert en fait à la critique et à la discussion quand on est dans une démarche scientifique, et c'est ça qui fait avancer les choses. Mais là je dirais qu'on tient quelque chose d'assez puissant, et d'ailleurs quand vous l'aurez expérimenté, quand vous aurez compris, je pense que vous pourrez vous-même vous faire votre propre opinion par rapport à ça. Donc les motivations primaires finalement, elles découlent de ces 4 états, ces 4 expérimentations primordiales avec le feedback. Et donc on a ces 8 motivations primaires qui nous donnent en fait des profils motivationnels, on va dire, de type qu'on va appeler M1, motivation primaire, animateur, gestionnaire, stratège, compétiteur, participatif, solidaire, philosophe, novateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les regarder un petit peu plus en détail pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces profils. Donc, l'animateur, c'est le plaisir du changement. Donc l'animateur, c'est quelqu'un de très léger, qui a beaucoup d'autodérision, qui a beaucoup d'humour, qui met de l'ambiance dans l'équipe, qui a ce sens de l'imprévu, du changement, qui aime le changement, qui aime quand ça bouge. C'est des gens qui aiment beaucoup voyager, qui aiment beaucoup partir à l'aventure, qui sont des vecteurs de changement, et qui ont beaucoup de créativité, générateurs d'idées, d'innovation et d'improvisation. Donc là, je vous présente ces différents profils, mais ne croyez pas qu'on n'en a qu'un seul et unique. On a plusieurs motivations primaires en nous qui s'expriment plus ou moins. Mais on a quand même un profil principal qui ressort. Donc le gestionnaire, lui, c'est le plaisir du concret. C'est le perfectionnisme, l'amour du travail bien fait, le sens du détail, quelqu'un qui aime le rangement, le stockage, il aime quand c'est bien rangé. C'est des gens qui vont aimer faire le ménage, par exemple. C'est des gens qui ont le sens de l'économie, de la maîtrise financière. Ils aiment accumuler des richesses et les stocker. Et ils sont dans la maîtrise des risques. C'est très important pour eux, la sécurité, la prévention. Le stratège, lui, c'est le plaisir de l'harmonie, le sens du mentorat. Il est sensible au talent et au potentiel. C'est quelqu'un qui va aider les gens à monter en compétences, qui va être à leur écoute, qui va les encourager. C'est quelqu'un qui est dans l'orchestration d'équipe. Il aime donner de la vision. Il aime assurer l'adhésion des acteurs autour d'un projet. Il a aussi ce côté un peu raffiné, élégant, l'art de vivre. C'est quelque chose qui est l'art de vivre ensemble. C'est quelque chose sur lequel il va être naturellement porté vers le raffinement. L'engagement sociétal aussi, la loyauté, le respect de la hiérarchie, de la parole donnée, donc c'est très important pour lui, et la sociabilité. Le compétiteur, lui, c'est le plaisir du dépassement de soi. Donc l'efficacité, autonomie, travailleur, autorité, pouvoir décisionnel, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime quand il peut prendre des décisions, il peut diriger les choses. Sens du challenge, donc il a l'esprit de compétition, il aime quand il y a des défis à relever. Lui, c'est vraiment ça qui va le motiver. Il a de l'ambition, et donc c'est des gens qui ont cette force pour sans arrêt dépasser les limites. Il y a de la ténacité, c'est-à-dire que il fait preuve de courage, de persévérance, de combativité, malgré les épreuves. C'est pas quelque chose qui va le démotiver, bien au contraire. Si vous lui présentez un objectif comme un défi, c'est quelque chose qui va le motiver encore plus. Et il a cet esprit critique, c'est des gens qui ont cette capacité à répondre du tac au tac, c'est des gens qui ont
qui savent faire face à la pression et qui ont cet esprit un petit peu rebelle. Le participatif, lui, c'est le plaisir du lien, l'esprit d'équipe, le travail en équipe. C'est quelqu'un qui aime soutenir les autres. Lui, ce qu'il aime surtout, c'est avoir des liens humains forts avec les autres. Il est dans l'assistance, il aime la collaboration. Il va plutôt s'épanouir dans des environnements à échelle humaine. C'est quelqu'un qui est très fidèle parce que pour lui, ce qui est important, c'est d'avoir des liens durables. Il a une empathie sincère pour les collaborateurs. Il ne fait pas ça pour les manipuler. Et il est dans l'affectivité, la gentillesse, il a un contact chaleureux et il va créer du lien sur un mode très affectif. Le solidaire, il est tourné vers les autres, il est dans l'altruisme, la disponibilité permanente. Donc c'est des gens qui vont vraiment aider les gens qui ont des difficultés. Et donc il va aider les collaborateurs en difficulté. Donc le problème parfois même c'est que s'ils ne demandent rien, ils vont quand même essayer d'aider parce que c'est quelque chose qu'ils adorent faire. Il y a une humilité sincère chez ces personnes-là, pas d'abus d'autorité. Ils sont même souvent dans une austérité personnelle, c'est-à-dire qu'ils sont très sobres par rapport à leur tenue vestimentaire par exemple, et ils préfèrent mettre en avant les réussites collectives plutôt que les leurs. Ils ne cherchent pas les honneurs. Ils ont beaucoup de patience, ils sont très exigeants envers eux-mêmes, ils acceptent facilement le feedback. C'est des gens qui sont travailleurs, résistants, et qui font preuve de solidarité, de générosité envers les autres. Donc le plaisir du moment présent, ça c'est le philosophe. Le philosophe, c'est le bon vivant. Lui, il est optimiste et des gens qui ont toujours le sourire, quels que soient les aléas de la vie. C'est une pensée, une attitude positive, de la curiosité, sérénité dans les moments difficiles. Et c'est ça qui va les aider à surmonter les échecs. Donc c'est des gens sur qui on peut trouver du réconfort en cas de difficulté. C'est des gens qui voient toujours les choses du bon côté. Ils ont une capacité d'observation, c'est des gens qui aiment contempler la nature, qui ont cette simplicité sociale. Souplesse, prise de recul, adaptation, force tranquille. Ils sont dans la distanciation, la convivialité, la bonne humeur, le goût de l'authentique, simple et accessible, motivé pour le bien-être et la qualité de vie des collaborateurs. Donc c'est vrai que le philosophe, ce côté bon vivant, sympa, c'est quelque chose qui le caractérise vraiment. Le novateur, c'est le plaisir de la conceptualisation. Donc là, c'est la réflexion, l'innovation. Il aime trouver des solutions. Il a cet esprit aussi de responsabilité qui est important. Il va assumer ses responsabilités sans chercher à s'en décharger. Il a l'esprit logique. Il aime modéliser. Il a une grosse capacité à comprendre les sujets complexes pour trouver des solutions. Une rigueur dans le raisonnement. Et ce côté ingénieux à il aime la complexité et il va favoriser l'interdisciplinarité. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que les autres, mais ça veut dire qu'il a tellement le goût pour la logique que c'est quelqu'un, si jamais il ne comprend pas, ça ne va pas l'arrêter. Il va se dire, bah, c'est pas grave, j'ai pas compris, bah, je vais continuer à chercher. Je vais prendre un autre bouquin pour essayer de comprendre ce concept que j'ai pas compris. C'est pas grave. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas cette motivation primaire de novateur, qui lui, si jamais il comprend pas, bah, il va abandonner, il va dire ah non mais ça m'intéresse pas, c'est bon, je laisse tomber. Et donc c'est souvent ce qui fait la différence entre les gens, c'est leur capacité à persévérer malgré l'échec. Tous les entrepreneurs vous diront on passe par des échecs et ce qui fait qu'on réussit, c'est qu'on arrive à surmonter les échecs. Mais là où les gens se trompent, c'est que souvent on a tendance à croire que il suffit finalement de surmonter les échecs pour réussir. Mais en fait, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de vous, qui sont en vous depuis l'enfance et qui font que vous allez être capable de surmonter les échecs, vous allez être capable de continuer malgré tout, parce que vous avez cette motivation primaire en vous. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'a pas les mêmes. Maintenant, la question c'est quelle est ma motivation primaire à moi? Comment savoir quelle est ma motivation primaire? Alors déjà, si vous connaissez un petit peu, je pense que simplement avec les différents profils, déjà vous allez pouvoir avoir un peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire, oula, moi je sais que je ne suis pas du tout comme ça, ou je serai plus comme ça, mais peut-être que je me reconnais dans plusieurs profils, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, les questions à se poser pour identifier les motivations primaires, donc là, je vais vous les donner, et puis on va essayer de faire l'exercice ensemble, malgré la distance. Qu'est-ce que tu aimes faire et qui te ressource? Donc les questions à se poser pour identifier les motivations primaires. Donc qu'est-ce que tu aimes faire et qui te ressource? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es en train de faire cette activité-là? Et qu'est-ce que tu fais spontanément sans te poser de questions? Qu'est-ce que tu aimes quand tu fais ça? Et si tu ne le fais pas, comment te sens-tu? Est-ce que tu le fais fréquemment? Qu'est-ce que tu aimes dans ces moments-là?
C'est quoi tes vacances idéales ou ton week-end idéal? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Que ressens-tu si tu échoues? Et combien de temps pour rebondir? Quelles conditions pour repartir? Voilà la liste des questions que vous pouvez vous poser. Donc là, l'idée, c'est éventuellement de faire pause, de se poser ces questions et d'essayer d'y répondre. Mais moi, personnellement, quand je fais du coaching, il y a une question que j'aime particulièrement, c'est celle du week-end idéal. Donc là, simplement, je vais vous demander quel est votre week-end idéal. Donc c'est-à-dire que si vous avez zéro contrainte, si vous n'avez pas de problème d'argent, vous n'avez pas de problème d'enfants à garder ou autre, vous avez vraiment la liberté totale. Quel est votre week-end idéal? Et donc là, je vous invite à faire pause et à noter sur un papier le week-end idéal, à le décrire mais complètement, qu'est-ce que vous feriez, etc. Voilà, donc une petite pause, hop, et je vous invite à répondre à cette question-là. Donc là, vous avez dû terminer de répondre à cette question. Donc l'idée à travers ça maintenant, c'est à travers les activités que vous avez pu décrire là-dedans, je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous aimez vraiment dans ces activités-là? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ces différentes activités? Donc là, pareil, je vous invite à noter qu'est-ce que vous aimez vraiment dans ces activités. Maintenant que vous avez répondu à ces questions, sans doute que vous allez trouver parmi ce que vous avez écrit des points communs avec les différents profils motivationnels que je vous ai présentés juste auparavant. Et donc, c'est ça qui va vous aider à trouver vos motivations primaires. Une motivation primaire, ce qui la caractérise parmi vos réponses, c'est qu'on aime faire l'activité en soi pour elle-même, sans raison claire. Ça paraît évident à l'intéressé. Il faut aller chercher dans les réponses une activité ou une attitude propre aux motivations primaires montrées. Partage, compétition, plaisir de l'instant présent. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous allez répondre aux questions, vous allez devoir chercher dans les réponses que vous avez données quelque chose qui correspond aux différents profils motivationnels que je vous ai donnés. Donc c'est une activité ou une attitude vers laquelle on revient spontanément et fréquemment sans se poser de questions. En l'absence de cette activité, on peut ressentir une baisse d'énergie, un manque, un sentiment proche de la morosité ou de l'ennui. On ne fait pas l'activité propre à nos motivations primaires pour obtenir un résultat, une récompense, ou bien parce qu'il faut le faire, ni par peur d'une sanction. La motivation primaire donne de l'énergie et cela peut donner envie de se lever le matin. On va naturellement exercer cette activité en vacances où on n'a pas de contraintes, et l'échec n'empêche pas d'avoir envie de recommencer. Pas besoin de temps pour rebondir, ni de conditions pour repartir. Voilà, donc à travers tout ça, à travers ces exemples, à travers ces différentes questions et ce qui vous permet d'analyser vos questions, enfin les réponses aux questions, vous allez être capable finalement d'identifier un peu mieux vos motivations primaires. Alors évidemment, ça peut être compliqué à faire tout seul. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un coach si vous voulez avoir un travail un peu plus poussé sur ce sujet-là. Mais à travers cette formation et à travers cet outil que je vous donne, vous avez quand même cette capacité d'y réfléchir et de trouver vos motivations primaires.